Bonjour, ici Sophie, bienvenue sur cet épisode de Nos 2 centimes. On parle aujourd'hui de la théorie de l'attachement. Je préviens, c'est un épisode qui peut peut-être un peu brasser parce qu'on parle de notre enfance ou des choses difficiles dans les relations, dans l'attachement. Du coup, c'est un épisode à écouter dans une journée où tu as l'espace mental disponible pour le faire. Je pense que c'est vraiment un épisode hyper important dans cette série sur l'amitié parce que ça peut expliquer beaucoup des problèmes, des questions, des souffrances qu'on peut expérimenter dans nos amitiés et donc je crois que c'est hyper important. Je suis vraiment hyper contente de vous présenter cet épisode et j'espère que ça va vous faire énormément de bien. Alors je vous souhaite une bonne écoute, un bon épisode. Prenez soin de vous. Donc, ces dernières années, j'ai eu l'occasion de découvrir cette théorie, la théorie de l'attachement, qui est utilisée en psychologie. Et ça m'a beaucoup aidé personnellement à mieux comprendre mes réactions et mes mouvements intérieurs, et aussi extérieurs parfois. Les concepts et les éclairages qui sont développés dans cette théorie nous donnent des clés pour mieux comprendre comment on fonctionne. Et ça nous donne aussi des aides pour mieux comprendre l'autre avec qui on est en relation. Dans le livre Guérir des blessures de l'attachement, on va noter les références dans l'épisode, Gwenaëlle Percio, une psychologue, écrit en page 1 et en page 3, elle le dit mieux que moi, donc je lis ces mots. Pourquoi je n'arrive pas à changer? Ou sa variante, comment est-ce possible que je retombe toujours dans mes travers, dans mes relations avec les autres et avec moi-même? C'est pour répondre à ces questions qui me sont souvent posées par ceux que j'accompagne que je souhaite aujourd'hui transmettre ce que j'ai compris des blessures relationnelles et des voies de libération. Et elle dit aussi en page 3, et je continue parce que j'aurais pu le dire, mais ce serait vachement moins bien. Découvrir l'attachement, les différents styles d'attachement et les mécanismes sous-jacents est en effet apaisant. Une nouvelle vision de nous-mêmes et des autres émerge et nous mettons alors du sens sur ce qui parfois n'en avait pas. Mais au début, cela peut être remuant. Il est parfois en effet difficile, voire douloureux, d'ouvrir les yeux sur nos propres fonctionnements ou sur ceux de nos proches. Nous comprenons enfin pourquoi nous avons répété tel ou tel comportement dans notre vie, que ce soit en amour, en amitié ou au travail, et ce, malgré la bonne volonté, la compréhension intellectuelle des choses ou encore les bons conseils des uns et des autres. En fait, il y aurait plein de choses à dire sur la théorie de l'attachement, mais j'espère que cette mini introduction vous donne envie d'écouter cet épisode, parce que moi, ça fait vraiment 8 mois que je rêve de faire cet épisode. Donc je suis très heureuse d'accueillir Rebecca, qui va essayer de nous expliquer, pour qu'on comprenne un peu mieux, la théorie de l'attachement et en quoi ça nous concerne. Bonjour Rebecca, Bonjour Sophie, merci de m'accueillir. qui es-tu? Comme tu l'as dit, je m'appelle Rebecca, j'ai 34 ans et je travaille comme médecin généraliste en Alsace. Voilà, je suis, passionnée de santé mentale, on va dire, de par mon parcours, mon histoire personnelle aussi et aussi une grosse, grosse fan de la théorie de l'attachement, donc je suis trop contente d'être là. Trop bien. Je suis contente parce qu'on se connaît pas, mais on a un point commun, la théorie de l'attachement, ça va être cool. Et pas des moindres, c'est clair. Alors du coup, qu'est-ce que c'est la théorie de l'attachement et d'où ça vient? Alors là, c'est une question, je peux parler rien que 2 heures en avec la première question, donc je vais être concise. La théorie de l'attachement, c'est une théorie qui a été, développée, on va dire, dans les années 50-60. Pour commencer quelque part, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de relation et l'attachement, il est indispensable à notre vie, à notre développement, à notre survie. Il y a quelques noms que j'aimerais citer dans, la théorie de l'attachement. On va passer au concret tout à l'heure, mais là, juste pour le background derrière la théorie, il y a plusieurs noms. Premièrement, il y a John Bowlby, un psychologue, psychanalyste britannique qui a commencé à travailler dessus dans les années, 50-60, qui au départ observait des primates et les réactions de détresse des bébés primates quand leur maman partait. Et ça l'a interrogé, il s'est dit: «Mais comment c'est avec les humains?» En fait, il s'est interrogé au lien d'attachement, alors principalement entre les bébés, les nourrissons et les mamans. Et il est allé observer de nombreux enfants nourrissons dans un hôpital psychiatrique, notamment en période de Deuxième Guerre mondiale, où les enfants étaient séparés de leurs parents pour observer ces différents liens d'attachement. Il a fait plein d'hypothèses, il a étudié les choses en profondeur, mais on ne va pas entrer là-dedans parce que c'est très, très théorique et détaillé, mais c'est très intéressant cependant si vous voulez regarder. Ensuite, dans les années 60-70, il y a Mary Ainsworth qui a catégorisé en fait différents types d'attachement. Elle a fait
une étude très connue qui s'appelle The Strange Situation, donc la situation étrange en fait, où elle mettait enfants et mamans dans une pièce avec des jouets, et puis les laissait interagir comme ça. Ensuite, quand ils étaient à l'aise, il y avait un étranger, un inconnu qui venait dans la pièce, interagir avec les trois, on regardait comment l'enfant réagissait. Quelques minutes après, la maman sortait de la pièce, pareil, on observe comment l'enfant réagit, et ensuite la maman revient. Et dans cette étude, du coup, elle a retrouvé et catégorisé 3 types d'attachements différents. C'est intéressant, ça me fait penser à quand je regarde, les bébés dans ma vie qui Ouais. interagissent avec leurs parents Ah ouais. et que moi je joue avec eux et je vois qu'en effet, ils cherchent toujours un peu du regard des fois, Ouais, tout à les fait. adultes, les figures d'attachement qu'ils ont. Donc trop intéressant de voir que c'est pas juste des théories, qui se passent dans des labos, mais aussi dans la vraie vie. Du coup, c'est quoi les 3 styles d'attachement qu'elle a théorisés? Ben, les 3 types d'attachement. Premièrement, il y a l'attachement sécure. L'attachement sécure, en gros, c'est l'attachement idéal. L'enfant, il pleure quand la maman, elle part, mais après, il se régule, il accepte, il continue de jouer, et quand elle revient, eh ben, il interagit avec elle, il se laisse consoler et ça va, il est content de la revoir. Ensuite, il y a l'attachement anxieux. Là, il y a une grosse, grosse détresse quand le parent part, vraiment de la colère aussi. Et par contre, quand le parent revient, il n'y a pas vraiment. C'est comme s'il a du mal à être réassuré. Et il y a comme il veut le faire payer aussi aux parents. C'est vraiment une dynamique un peu particulière. Il n'est pas vraiment réassuré. Et ensuite, il y a l'évitant. Donc, on a sécure, anxieux et évitant. Là, l'enfant, en fait, quand le parent part, il va continuer sa life tranquille, et même un peu dans le déni, dans l'évitement. Et quand elle revient, ouais, parce que là, je dis elle parce que c'était la maman, et ben en fait, non, il y a un peu une ignorance. Donc, il y a une sorte de détachement froid comme ça. Mais en fait, c'est ça, la théorie de l'attachement, c'est quoi? C'est l'hypothèse, c'est le fait de dire que la relation qu'on a eue avec notre parent principal dans les premières années de vie, elle va former le type de relation et le type d'attachement qu'on va avoir avec les autres individus au cours de notre vie globale. Alors le plus avec les personnes qui sont le plus proches de nous, notamment les relations romantiques, intimes, mais en fait aussi les relations en général. Et ça, c'est d'autres psychologues après, notamment Cindy Hazan, Philippe Shaver et encore d'autres qui ont pris l'hypothèse initiale de John Bowlby qui étudiait l'attachement primitif et qui lui ont dit ah, et si ça impactait aussi nos relations romantiques. Et puis après, d'autres ont extrapolé aux relations générales. Mais c'est vraiment ça, en fait, on n'a pas que besoin d'être nourri et changé quand on est bébé. On a besoin d'amour, de sécurité, de connexion. Et la théorie de l'attachement, c'est ça. C'est si on a un parent qui est en état de répondre à nos besoins de manière cohérente et relativement stable. Bien sûr, on n'est pas parfait en tant que parent, c'est un truc de ouf, mais globalement, s'il y a une cohérence globale, et ben là, l'enfant, il va être en sécurité, il va savoir qu'il peut aller explorer le monde, qu'il peut revenir, qu'il est grosso modo aimé de manière inconditionnelle, il sait que l'autre n'est pas source de danger, que l'autre peut répondre à son besoin, et il sait aussi qu'il a des ressources en lui-même. Donc c'est ça, une relation sécure idéale, c'est ça, c'est une relation à la fois qui nous donne la sécurité d'entrer en relation, d'être en connexion avec l'autre, et à la fois de découvrir que je peux être autonome et je peux survivre dans ce monde. Ouais, c'est intéressant que enfin, j'imagine les discours intérieurs, des différentes personnes qui écoutent ça là, ceux qui disent: «Mais j'ai pas besoin des autres». Peut-être que vous avez peut-être à continuer d'écouter l'épisode et vous reconnaîtrez peut-être dans l'explication des styles d'attachement à l'âge adulte, à quoi ça peut ressembler. Je trouve ça trop intéressant, c'est passionnant parce que ouais, j'ai envie de dire aux parents qui nous écoutent aussi que je pense important ce que Rebecca dit, qu'il y a aucun parent qui est parfait. Et l'idée de cet épisode, c'est pas de dire, «Nos parents étaient horribles». Voilà, il y avait des parents qui avaient des mauvais comportements et ça, on peut l'entendre, mais il y avait aussi des parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils étaient à l'instant T. Tout à fait, parce que parents qui ont eux-mêmes leur type d'attachement, eu de leurs parents qui oui, bien sûr, donc là, on n'est pas du tout, on fait pas du tout un procès aux parents. Comme tu dis, on fait, chacun ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est vrai que des fois, quand on découvre, cette histoire d'attachement, tout ça, on prend du recul sur des choses.
Il y a des chemins à faire, il y a des chemins de deuil des fois, de deuil de l'enfance ou de de choses qui ont pu se passer et je pense que ce n'est pas à nier. Mais voilà, le but, c'est pas du tout de clasher, pas du tout. Et tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est pas figé. On est tous en évolution, en guérison et en libération. Donc on espère que cet épisode va donner de l'espérance à chacun dans les zones où ça frotte un peu et ça pique un peu à écouter nos modes de fonctionnement qui sont un petit peu claqués des fois. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec là où on en est aujourd'hui. On a l'espérance que demain, ça ira mieux. Du coup, là, tu as parlé des styles d'attachement que les psychologues avaient étudiés chez l'enfant. Mais en fait, là, j'imagine, j'espère que c'est pas des enfants qui vont écouter cet épisode. Donc, en quoi est-ce que ça nous concerne en tant qu'adultes que, des fois, quand on était enfant, on a eu des réactions de fuite ou de peur ou anxieuses vis-à-vis de nos parents? Ben, je vais décrire, ben, les types d'attachement, à l'âge adulte, en fait. Ce qui est intéressant avec ce background de la théorie de l'attachement, c'est de voir que toutes nos réactions, elles ont du sens et que tout s'explique. Des fois, on peut avoir des curiosités intérieures dans nos rapports aux autres et là, c'est juste pour te dire à toi, auditeur, ben, tu pas anormal, en fait. Tu pas cassé, ton histoire t'a formé et puis, il y a de la liberté, possible à gagner encore. Aujourd'hui, on décrit non pas 3 mais 4 types d'attachement. Comme j'ai dit, le sécure. Hem, une personne sécure, c'est quoi? C'est une personne qui va, ben, avoir un socle de sécurité intérieure et qui va, comme je l'ai dit, qui a une relative aisance dans les relations. Donc en gros, il arrive à connecter avec les gens, à entrer en relation et l'intimité ne le submerge pas vraiment, ne l'effraie pas et l'autonomie non plus. En gros, ben, c'est pas mal d'être sécure. On a clairement un petit bénéfice dans la vie. Et de manière intentionnelle, je vais généraliser, schématiser, parler de manière assez grossière. C'est beaucoup plus nuancé que ça, mais c'est juste pour que ça soit plus compréhensible et accessible. Sur le style sécure, moi, j'avais lu le statistique qui m'interpelle que c'est 40 à 50 de la population. Alors, je sais pas quelle population, j'imagine que c'est la population occidentale, Ouais, qui est sécure. Donc ça veut dire qu'il y a 50 à 60 qui est insécure. ouais, tout à fait. Toi-même, tu sais, si tu écoutes et tu dis, «Je me reconnais pas du tout dans l'aspect sécure», tu es au rang, de presque la majorité si tu es insécure et si tu es sécure, chouette. Voilà, voilà, sans rancune. Dans l'attachement sécure, tu peux avoir des poches d'insécurité aussi. Ah oui, ah non, mais parce Nous que sommes sinon c'est des quand même êtres pas complexes. sinon faut quand même pas abuser, c'est pas juste, hein. Et généralement les passionnés de théorie de l'attachement, c'est pas les sécures. J'ai juste envie de dire, si on surkiffe ça, c'est qu'on a eu quelques petits pets au casque. Mais Amen à non, ça, non, tout à fait. voilà. Et du coup, 2e catégorie, les anxieux. Les gens qui vont avoir une tendance anxieuse, c'est plutôt, je veux dire, c'est les caméléons. C'est des gens qui, ont eu, qui s'adaptent beaucoup aux gens et qui ont leur baromètre un peu à l'extérieur. Faut que ça aille chez les autres pour que ça aille chez moi. On se sent beaucoup responsable des émotions, de l'état des gens et on essaye de les faire aller mieux. On a l'impression qu'on ne peut pas survivre en dehors de la relation. Quand je dis on a l'impression, tout ça c'est implicite, c'est de la mémoire implicite, c'est pas conscient, c'est des réactions. Et puis, c'est ça, c'est tous les people pleasers quoi. On veut plaire aux autres, mais c'est pas c'est automatique, on fait pas exprès. Et un parent, qu'est-ce qui fait qu'on est anxieux? Et ben, souvent, c'est un parent, qui peut lui-même être très prenant, très anxieux. Ça peut être aussi un parent qui, utilise l'enfant pour aller mieux lui-même. Un parent qui a pas trop de limites, qui partage beaucoup, qui est dans des fois, il y a beaucoup de proximité. Il y a des entre guillemets «des super relations parents-enfants anxieux», mais en fait, c'est entre guillemets «c'est trop». L'enfant, c'est trop de choses, l'enfant est impliqué dans trop de choses et ça donne un amalgame dans lequel il est difficile de se retrouver. Ou alors un amalgame dans lequel il est facile de se perdre plutôt. Et du coup, on est un peu fondu à l'autre en fait. Qui est-ce que je suis? Est-ce que j'existe à part entière? Donc ça, pour l'attachement anxieux. L'attachement anxieux, ce qui est intéressant, à voir, c'est que les anxieux, ils détestent les conflits et les désaccords. Ils ont tout de suite l'impression que toute la relation est en jeu. C'est en gros le gros drame et ils ont un sentiment d'urgence. Il faut résoudre, il faut réparer la relation tout de suite. Alors qu'un sécure, il va être là: «Bah non, en fait, il y a un désaccord, mais c'est bon, en fait, ça va aller».
Et du coup, l'anxieux, typiquement, il va appeler 10 potes, faire une liste de 50 conseils et vraiment chercher tout autour de lui, mais ouais, souvent tendance à appeler à l'aide, à avoir besoin de beaucoup de personnes pour «l'aider» entre guillemets. Je trouve ça c'est trop intéressant. J'imagine les gens qui pensent: «Mais tout le monde fonctionne comme ça, non?» Peut-être que là, il y a quelque chose à creuser sur Oui, sur le oui, silence. tout Tout le à monde ne fait. fonctionne pas comme ça. Et je dirais, j'ai quand même envie de chaque fois dire des points positifs, Ouais, bien sûr. de ces types d'attachements. Un point positif de l'attachement anxieux, c'est que c'est des personnes qui ont beaucoup d'empathie, qui ont souvent une grande sensibilité vers les gens, qui vont, arriver à les capter, qui ont beaucoup d'adaptabilité, de flexibilité et ça c'est une belle chose. J'ajouterais aussi Ouais, la loyauté à toute épreuve. C'est des amis qu'on veut avoir dans nos vies parce que ça c'est c'est ceux qui clair. justement, s'il y a un conflit, Mmh. ils vont chercher à aller le résoudre ou ils vont, aller, prendre des nouvelles et tout, Tout à fait, ouais. Mais l'anxieux, c'est sûr que dans ces relations notamment, romantiques, ça va être quelqu'un qui va, avoir envie de beaucoup de proximité et qui peut être des fois un peu submergent. Il a l'impression que lui, il veut plus de proximité que l'autre et il va avoir du mal à faire confiance, du mal à croire qu'il va être assez, peur que son partenaire s'intéresse à quelqu'un d'autre, le trompe, reste loyal. Quelqu'un qui a beaucoup de besoin de réassurance sur sa valeur, sur le fait qu'il est assez et qu'il est OK tel qu'il est, quoi. Mmh. Et ensuite, on arrive à l'évitant. L'évitant, eh bien là, comme j'ai dit l'anxieux, c'était le caméléon. Eh bien l'évitant, c'est un peu l'île déserte. C'est une île parce que l'évitant, il a eu un parent qui soit était plutôt absent, soit était plutôt dangereux même, entre guillemets, méchant, mais je dis méchant, faut nuancer, mais qui répondait, voilà, pas de manière bienveillante. Il a enregistré que l'autre, bah, soit il est pas là, soit il fait mal. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais pas lui faire confiance. J'ai tendance à pas faire confiance, j'ai tendance à être très autonome, je veux me débrouiller par moi-même à tout prix. J'ai du mal à demander de l'aide, je veux pas avoir besoin d'aide, en fait. J'ai du mal à m'ouvrir aux gens, j'ai du mal à partager ce que je vis, à être vulnérable, à partager mes émotions, mon vécu, mes besoins. Et du coup isolement et peut-être régulièrement un sentiment de solitude. Entre guillemets, c'est pas un problème en soi d'être anxieux ou évitant, hein. C'est des mécanismes de défense qu'on met en place à la base, même avant de pouvoir parler, avant de pouvoir marcher, avant d'aller à l'école. C'est incroyable quand on y pense et c'est pour pouvoir naviguer la vie au mieux, pour pouvoir survivre. Je pense que ce qui devient compliqué, c'est quand ça parasite, quand ça a des répercussions sur nos relations et que ça commence à nous pourrir la vie et qu'on voit ça par des émotions désagréables. Je vais en parler plus tard. L'évitant, du coup, eh ben, il va se sentir seul régulièrement. Et lui, quand il y a un conflit, il aime pas non plus. Il aime pas quand il y a trop d'intensité émotionnelle. C'est submergent. Mais lui, il va pas avoir envie de régler les trucs tout de suite. Il va vouloir fuir, s'isoler dans sa tour, parce que c'est seul avec lui ou elle qu'il se sent bien, qu'il se sent plus au calme, plus en sécurité. Donc, s'il revoit la personne et qu'il n'en reparle jamais, généralement, ça pose pas de soucis. Alors que l'anxieux, il va tout le temps vouloir, voilà, régler à fond. Là, vous entendez peut-être déjà, la complexité des humains et le fait qu'on est très différents et comment des fois, nos styles d'attachement, ça peut faire des frottements les uns avec les autres et Tout à fait. oui, voilà, on va en parler plus tard, mais Ouais. c'est follement bucolique, d'imaginer un anxieux et un distant, en relation l'un avec l'autre, Et c'est chacun dans ça. leur, Et puis, il faut quand même le dire que c'est une combinaison très, très, fréquente de couples, hein. Les points positifs des évitants, eh bien, c'est des gens qui sont très autonomes, qui ont beaucoup de ressources pour trouver des solutions eux-mêmes, des gens qui peuvent être très entrepreneurs, auto-entrepreneurs, hem, ouais, qui ont quand même, une solidité, intérieure et qui savent bien autoréguler. Je vais parler d'autorégulation et de co-régulation parce qu'en tant qu'humain, on a besoin des 2. On a besoin d'apprendre à se calmer. Quand on est au monde, on ne sait pas s'autoréguler, se calmer tout seul. Sans quelqu'un qui nous calme, qui s'occupe de nous, on meurt, on est dépendant. Donc on a besoin de cette co-régulation avec les gens. Mais on a besoin aussi d'apprendre à s'autoréguler et normalement, c'est un outil qu'on apprend au cours de notre enfance, mais plus ou moins, bien sûr. L'évitant,
ce qui n'est pas évident, c'est que, comme dit, quand il y a quelque chose de trop intense dans la relation ou un conflit, ils ont tendance à cliver, à couper. Donc il peut y avoir des ruptures relationnelles, et ça peut ne pas être facile, c'est clair. Mais là encore, c'est pas fait exprès. Un évitant, des fois, quand il y a trop d'intensité émotionnelle, ça va être le blanc dans sa tête, il peut même pas processer. Alors que, et tout ça, c'est en lien avec le système nerveux, c'est incroyable. Mais je vais Ouais. m'arrêter là, sinon je vais vous perdre en chemin. Mais l'anxieux, c'est l'état d'urgence, c'est se battre ou combattre, c'est fight or flight. Il faut que je résoute à tout prix. Et l'évitant, c'est plutôt la paralysie, quoi. Oh là, il y a plus personne, je ne peux plus gérer. Et enfin, on arrive au quatrième type d'attachement, c'est l'attachement qu'on appelle désorganisé. Bon, moi, j'aime pas ça, désorganisé. Je trouve que ça fait vraiment en mode. Bon, moi, je l'appelle anxieux évitant, ok, bah parce qu'en fait, c'est un type où il y a à la fois les caractéristiques de l'anxieux et de l'évitant. Comment ça se fait? Et ben là, c'est des enfants qui ont généralement eu des parents qui leur ont donné des messages confus. Parfois, ils étaient source de sécurité, de confort, de réconfort, et parfois, ils étaient signe d'absentéisme, voire de danger. C'est pas toujours facile à voir, hein. Bien sûr, c'est une catégorie où il peut y avoir eu de l'abus, que ça soit psychologique, physique, des maisons un peu chaotiques, des parents qui étaient eux-mêmes pris par peut-être par de la dépression, par la bipolarité, par de l'addiction, des choses comme ça. Parfois, c'est plus subtil aussi, c'est beaucoup plus subtil. Mais c'est ça, il y a une sorte de confusion. Et du coup, l'enfant, il ne sait pas en fait. L'autre, à la fois, il est source de sécurité, mais parfois pas. Donc c'est très, très, très déstabilisant. Et là, on a des personnes qui, généralement, ont envie d'intimité, de relation, mais à la fois sont terrifiés. Parce qu'ils savent pas ce que ça va donner, en fait. Et il peut y avoir un aspect bancal dans les relations. C'est je te veux, mais quand tu t'approches, je peux pas le supporter, je pars. Et au mieux, c'est inconfortable, mais au pire, c'est invivable. C'est hyper dur parce qu'on a besoin de relations stables et sécures dans nos vies et que là, en fait, on galère à construire, on galère à. Il y a beaucoup, ouais, il peut y avoir du tumulte intérieur et c'est pas facile. Je veux dire quand même que là, quand je schématise comme ça, voilà, il y a ces 4 catégories, mais on n'est pas enfermé dans une boîte ou dans une case. Il y a tout un spectre en fait, hein. Et là, je schématise un petit peu à outrance, mais on peut être anxieux évitant à minima, entre guillemets, hein. C'est pas obligé d'être la catastrophe. Voilà, ça peut être de l'inconfort à la détresse. Le type anxieux évitant, c'est aussi des situations parfois où l'enfant il est parentifié. Il doit s'occuper de l'adulte qui est en détresse. Chez les anxieux aussi, il peut y avoir de la parentification. Et généralement, dans les relations romantiques, un anxieux évitant, ben, c'est très bon dans les débuts, c'est très bon en séduction au début, dans dans la période de l'attirance et du jeu, on va dire. Et, en fait, une fois que la proximité est là, c'est l'explosion, quoi. Ah non, mais c'est trop intense, c'est horrible, ça me submerge, et la personne se sent en danger parce qu'elle sait pas ce qui va se passer. Est-ce que ça va être dangereux ou pas? Est-ce que l'autre va me faire mal ou pas? Et là, du coup, on se casse, mais on se casse pour sa survie. Voilà, donc c'est très désécurisant et le pire, c'est que c'est invisible, ça se voit pas. Donc juste beaucoup de compassion envers toi si tu entends ça et tu te retrouves parce que, ouais, ça peut être comme un handicap, en fait. Et le fait que ça se voit pas, des fois, c'est dur parce qu'on se sent pas légitime. En plus, des fois, on sait pas d'où ça vient et franchement, c'est pas évident. Ouais. En effet, je n'ai pas de mots pour dire ma compassion et mon empathie dans chacun de nos styles d'attachement insécures. Et ouais, les relations, c'est un terrain de jeu où les règles sont difficiles à comprendre et difficiles à jouer. Et c'est un risque. Et du coup, c'est normal que ça rejoue plein de choses de nos souffrances, de nos blessures. Et bon, rien n'est figé. Et il y a des chemins d'espérance. Et c'est pour ça qu'on fait un épisode. C'est pas juste pour dire on Tout est, à fait, ouais. on est bloqué là où on Ouais, en est et tant pis. carrément. Mais
Et comme tu dis, rien n'est figé. Peut-être qu'en écoutant, vous vous dites: «Ah mais non, mais moi je sais pas, je suis ça, je suis ça, je suis ça». Alors sachez qu'il y a des tests qui existent, des tests bien standardisés pour découvrir votre type d'attachement, soit à faire en ligne, soit il y a des psychologues qui font ça, vraiment de manière très approfondie. Mais vous n'êtes pas enfermé dans une case, on évolue, nos types d'attachement, ils peuvent être fluides et en fait, ça dépend aussi du type de personne qui est en face de vous. Il y a certaines personnes qui peuvent, déclencher ou titiller un certain type d'attachement, hein. Certains avec qui vous allez être sécure, j'espère pour vous, d'autres avec qui vous allez peut-être être anxieux, d'autres évitants et voilà, d'autres désorganisés. Mais c'est C'est la surprise de fluide. la vie Voilà, c'est aussi. finalement, finalement, carrément. Mais Mmh. bien sûr, si on parle de ça, c'est parce que, bah, on entend, enfin, je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, mais en sociologie, on dit quand même que voilà, la qualité de notre vie, elle est déterminée en grande partie par la qualité de nos relations. Et que, en connaissant ces choses, et ben, on peut voir aussi que, comment dire? C'est pas juste vous qui réagissez comme ça parce que vous êtes vous, c'est votre histoire qui a forgé des chemins relationnels. Mais en tant qu'adulte, en avançant vers la maturité, on peut aussi peut-être découvrir d'autres chemins et en tracer des nouveaux. Bien sûr, toujours plus facile à dire qu'à faire. Moi, je suis toujours celle qui balance la théorie, mais Pratique, c'est vous. c'est ça, la pratique tiens, j'adore. La pratique, c'est vous. C'est trop bien. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur les chemins parce que dans le livre que je lisais là récemment pour réactiver mes pensées sur ça, elle parle des chemins mentaux et bon, j'ai jamais fait d'études de neuropsy, mais il me semble que dans l'attachement justement, enfin dans l'attachement sécure, en gros, quand l'enfant a une crise, le parent qui est lui-même sécure parce qu'il a reçu un attachement sécure ou qu'il a réussi à gérer ses blessures et tout ça, il peut en fait expliquer à l'enfant, heu, intellectualiser un petit peu, l'aider à créer des chemins mentaux sur la gestion de ses émotions, la gestion aussi peut-être des conflits relationnels qu'il a eu en tant qu'enfant, même à 2 ans et mettre des mots sur ça et en fait, ça va créer des chemins, j'imagine dans nos neurones, qui va un petit peu comme les digues d'une rivière, guider le flot des émotions et en fait, j'ai dans le livre, elle dit qu'on peut, à l'âge adulte, quand même retracer, ces chemins mentaux les uns avec les autres et ça, je Ouais, trouve ça trop beau qu'on puisse se faire ouais, ce cadeau parce que rien n'est figé. ouais. Tout ne se joue pas avant 6 ans et du coup, Mais on peut ouais, s'aider dans ça, quoi et ça, c'est trop beau. ouais, c'est clair. Alors moi, j'ai entendu une fois une métaphore que j'utilise souvent pour parler des chemins dans le système nerveux. Dans notre système nerveux, c'est-à-dire notre cerveau, notre moelle épinière, tous nos nerfs, c'est comme une montagne enneigée et chacun a sa montagne qui nous appartient. Et je sais pas si tu as déjà fait du ski ou du snow ou pas, mais si tu vois comment c'est une station de Je ski, oui, OK, ouais, tout à et fait, ben ça va. voilà, tout à fait. Et bien il y a des pistes de ski qui sont damées. Et Ouais. donc là, tu as des grosses, dameuses qui viennent, qui tassent tout et puis tous les touristes, ils vont là-dessus parce que ça va vite, ça file et puis les chemins qui sont le plus pris, et ben, c'est ceux qui vont le plus vite. Et dans notre système nerveux, c'est ça. Notre système nerveux, il va utiliser le plus qu'il connaît et plus il utilise un truc, plus il va encore l'utiliser, même si c'est pas à notre avantage, parce que c'est ce qu'il connaît. Par contre, toute la montagne nous appartient et on peut aller faire du hors-piste et tracer une nouvelle piste. Ça va être galère, on va avoir de la neige jusqu'aux genoux, mais on va y passer une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois et après, ça va tracer un nouveau chemin. À savoir que l'ancienne piste, elle va toujours être là, hein, et parfois on va y retourner. Donc voilà, de la patience envers nous-mêmes, c'est pas des trucs, il y a pas de coup de baguette magique, c'est prendre possession de soi-même, c'est aussi ça, marcher dans la liberté, la maturité. Mais bien sûr, là, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire parce que, comme tu dis, tout ne se joue pas avant 6 ans. Cela dit, l'attachement primitif, c'est quelque chose de tellement viscéral et ancré que ça colle à la peau. Ça colle à la peau. Et qu'on peut grandir, on peut flexibiliser ces types d'attachements, on va en parler, mais que premièrement, accueillir et accepter qui on est, c'est un bon départ. C'est pas le plus facile, c'est pas facile, mais je pense que se rejoindre, là où on est, comme je dis, même si c'est un peu flou, mais ouais, en fait, faire le constat que: «Ah ben, ouais, ouais, je suis comme ça et pas prétendre être ailleurs que là où je suis». Ouais. J'aime beaucoup cette métaphore de la montagne parce que, par exemple, sur l'attachement, hem, si on est de l'attachement distant, évitant,
la dameuse, la voix damée, ce Mmh. serait, «Je dois me débrouiller tout seul» ou, Tout à fait. l'autre, «Je peux pas Ça peut être très dangereux. déranger l'autre» ou «Je dois me Mmh. gérer tout seul». Alors que l'anxieux, ce serait, Mmh. «Mais, est-ce que, tu es sûr que l'autre il est enfin, il t'aime autant que tu l'aimes?» ou est-ce que Mmh. voilà et donc, ben, les pensées qui vont direct. Mmh. Ouais. Enfin, le fait peut-être d'entendre que ça, c'est pas forcément ce que tout le monde pense, Ouais. ça peut montrer que là, c'est la voix de Damé, mais il y a peut-être un Damé, pas Oui, ça la voix fait d'Amé. Ouais, 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 le la la piste, piste d'Amé. bien tracée, mais que peut-être qu'il y en a d'autres à Ouais, envisager qui seraient ouais, peut-être, plus, donneuses de vie ou plus, ouais, tout à fait. réconfortantes. Tout à fait et c'est ça qui est génial. Cette théorie, je trouve qu'elle donne du recul sur soi. Elle dit: «Oh waouh, en fait, les pensées que j'ai toujours eues, bah, elles sont peut-être pas forcément vraies et peut-être que oui, l'anxieux, il a un chemin pour découvrir qu'il a toute sa valeur, lui-même et qu'il a beaucoup plus de ressources en lui-même que ce qu'il croit et qu'il est capable de se réguler et qu'il est capable d'être libre et que l'évitant, et ben, il a de belles découvertes relationnelles à faire, qu'il y a des gens qui sont dignes de confiance, qu'il y a des gens, qui peuvent, lui apporter de belles choses et lui faire du bien et c'est des belles randonnées à explorer. C'est très beau, je vais la réutiliser, c'est sûr, c'est sûr. Là, peut-être, on écoute et on se dit, «Ouais, ben, je me rends compte que la voie, les pistes, de ski que j'emprunte le plus souvent, en fait, c'est pas les pistes de ski que tout le monde prend dans sa tête à lui ou à elle». Mais, en fait, on fait comment pour tracer dans l'attachement des nouvelles pistes de ski, qui donnent vie avec des pensées qui sont fondées dans la vérité et pas dans les mensonges qu'on s'est construits pour se protéger, dans les moments de crise de notre enfance? Est-ce que, tu veux, définir, peut-être des pistes de ski à tracer pour les différents styles d'attachement en recommençant peut-être, par l'attachement anxieux? Hem, Tout d'abord, ce qui est valable pour tous les types d'attachements. Pense avant de tracer la nouvelle piste et ben, prendre du recul sur la forme de ta montagne et sur les pistes qui existent déjà. Comme je dis, je pense, ben, rien que d'entendre cette théorie, prendre du recul avec ton enfant, c'est peut-être faire une relecture. Alors tu peux le faire tout seul, tu peux le faire accompagné d'un thérapeute, d'un psy, d'un coach, mais ça peut être bénéfique de voir: «OK, quelles sont mes dynamiques relationnelles? Est-ce qu'il y a des choses qui se rejouent dans tes histoires avec tes amis? Des types de conflits ou des types de codépendance? Est-ce que tu te sens dépendant de gens? Tu te sens plutôt isolé? Ou est-ce que c'est fluctuant? Heu et généralement, on peut le voir dans nos relations familiales, dans nos amis proches, dans nos relations au travail et bien sûr dans nos histoires amoureuses aussi. Qu'est-ce qui se rejoue? Et là, des fois, franchement, c'est pas facile. Il peut y avoir des vagues de tristesse, de colère et je pense que c'est à accueillir. Il y a pas de boycott, il y a pas de raccourci. Heu et généralement, il faut aller mal pour aller mieux. Moi, je suis une grande, croyante, au pouvoir de nos crises intérieures, même si, c'est pas évident. Donc je pense premièrement prendre ce recul, mais une fois que tu as tout que tu vois les choses un petit peu plus clairement, même intellectuellement, si tu n'as pas de nouvelles expériences vraiment incarnées dans ton corps et dans tes sens, ça ne va pas changer. Parce qu'on parle de l'attachement de l'enfant, un enfant, ça s'attache quoi? En étant pris dans les bras, en étant cajolé, ça passe beaucoup par le physique et la régulation, elle est beaucoup physique aussi. Donc après, donc premièrement, c'est prendre du recul et essayer de saisir tes schémas relationnels et deuxièmement, c'est avoir des expériences sécurisantes. C'est quoi des expériences sécurisantes? Eh bien, c'est de nouvelles expériences sécures, relationnelles et ça peut se faire tout tranquille, tout tranquillement. Eh ben, je vais commencer par l'anxieux. Un anxieux, tout ce chemin, juste ça se fait un petit pas dans la neige après l'autre. Donc je pense qu'il est bon de retenir, c'est que ça doit à chaque fois être tolérable. Notre système nerveux, dès qu'il va vivre un truc trop fort, il va péter son câble et il va se manifester et il est plus fort que nous. Il est la partie, réactionnelle de notre système nerveux, elle est tellement forte, je ne vous conseille de ne pas entrer en guerre contre elle, vous risquez de perdre. Mais de faire donc des pas tolérables. En tant qu'anxieux, par exemple, la prochaine fois que tu as, un désaccord, un conflit et que tu as une grosse bouffée de panique qui vient et que tu as envie d'appeler tes 15 potes
Est-ce que ce serait tolérable de prendre peut-être 1 minute pour t'asseoir avec toi et te demander: «OK, comment je vais là? Comment je vais? Qu'est-ce qui se passe? Et de quoi j'aurais besoin?» Chaque fois les questions, je pense c'est: comment je me sens physiquement, intérieurement? De quoi j'ai besoin? Parce que derrière nos sensations, il y a souvent des besoins. Et comment moi est-ce que moi je peux faire quelque chose pour y répondre? Et l'anxieux, son chemin, c'est d'apprendre peut-être un peu s'autonomiser et à développer l'autorégulation. Donc d'être un peu plus à l'aise avec lui-même. Pour pas toujours être dépendant des autres, pour pas toujours être perdu, fondu dans les relations. Ça, c'est une piste, quand il y a des conflits. Mais l'anxieux, ça va être aussi parce que c'est quelqu'un qui est souvent caméléon, l'anxieux, ça va être aussi, eh ben, est-ce que là, c'est tolérable de dire mon vrai avis, de dire ce que je pense vraiment et pas ce que l'autre veut entendre? Mais ça, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, et souvent ça passe par la première partie théorique de apprendre à se connaître aussi, en fait. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que j'aime pas? Connaître ses goûts, c'est hyper important, en fait, et c'est hyper chouette. Renforcer sa relation à soi-même. L'anxieux, ça va être aussi quand je suis en train de déballer mon sac à l'autre parce que j'ai besoin d'être réassurée. Est-ce que je peux prendre peut-être juste 10 secondes là pour voir si l'autre en face de moi, il est en état de recevoir ce que je reçois? Parce que souvent, c'est pas, fait exprès, mais dans l'anxieux, des fois, on peut un peu utiliser l'autre pour soi, pour aller mieux, et juste peut-être avoir ce petit recul: «Ah ouais, en fait, là, je suis en face de quelqu'un, je suis en train de déballer mon sac, mais dans quel état est-il?» Et même lui demander, pourquoi pas: «Est-ce que c'est OK pour toi que je parle de ça?» Voilà. Est-ce que ça je sais pas si c'est assez concret ou Si, si, mais sur ton dernier point, je trouve ça hyper intéressant que d'un côté, il y a l'empathie profonde de l'anxieux et d'un autre côté, bah, des fois, les besoins nous envahissent tellement qu'on a besoin de déverser chez l'autre. C'est une super piste de réflexion. Je rajouterais, de conscientiser. Alors après, moi, mon problème, c'est de l'intellectualisation d'absolument tout. Mais de conscientiser, enfin d'être en fait, d'être à l'écoute de soi-même. T'as parlé des émotions et des besoins. J'ajouterais juste, d'être à l'écoute de nos pensées. Pour ceux qui sont comme moi, en centre mental en premier, en fait, tu peux pas savoir que tu crois des mensonges avant d'être conscient que c'est pas la vérité. Parce que ce que tu penses, c'est pas toujours la vérité. Enfin, ce qu'on pense, c'est pas toujours la vérité. Je vais arrêter de dire tu parce que je suis, je suis concernée par le fait que, comme je suis humaine, des fois je crois des trucs qui sont pas la vérité. Et en fait, juste dire ah oui, là je pense ça. En fait, je le conscientise. Je suis en train de penser que je suis pas capable, j'ai pas de ressources en moi-même, j'ai besoin des autres parce que je suis nulle peut-être ou je suis l'histoire a montré que j'étais pas capable ou quoi, le conscientiser et le fait de le conscientiser, ça va peut-être nous aider à, trouver d'autres choses à penser qui sont peut-être un peu plus la vérité. Donc quand on écoute nos émotions et tout, dire, «Ah ouais, là j'ai l'impression d'être verbaliser? Tout à incapable fait, ouais. de» ouais, Tout à fait, carrément, ouais. donc À peut-être à fond. l'écrit ou avec un thérapeute, après le dire à quelqu'un ou avec un Ouais. ami à qui on a demandé l'autorisation de déballer ça. Tout à Mais fait. Ouais, ouais, ça peut ouais. être une piste aussi. Carrément, ouais, à fond. Moi, c'est ce que je mets aussi dans la première, dans la prise de recul, en fait, mais Ouais. ouais, tout à fait. Hem mais ça peut être fait aussi vraiment naturellement. Pensez pas qu'il faut chaque fois s'asseoir, 2 heures avec un stylo. Même si vous enfin, moi personnellement, j'adore. Je peux passer des heures à écrire dans mon carnet, mais je sais que c'est pas le kiff de Oui, tout le monde. ouais. Et et en fait, l'anxieux, avant enfin, je veux pas retourner et être trop brouillon, mais en fait, chez l'anxieux, ce qui peut être difficile des fois, c'est qu'il peut y avoir de la rancœur et de l'amertume parce que et il peut se sentir utilisé. Parce que justement, c'est ça, on fait passer souvent l'autre avant soi, en fait. Et au final, on peut se sentir aussi isolé parce que est-ce que l'autre nous connaît vraiment? Ou il connaît juste la version de nous qu'on croit qu'il kiffe, en fait? Et on a du mal à être soi-même, et je pense que un bon symptôme, un symptôme positif d'un anxieux qui avance, c'est quand il se sent un peu moins, il y a peut-être moins de rancœur, moins d'amertume, et il se sent plus peut-être cohérent entre qui il est à l'intérieur, ses Mmh. couleurs intérieures et ses Ouais. couleurs extérieures. Donc moi, à tous mes caméléons, j'ai envie de dire: «Découvrez votre couleur». Ouais, Et c'est trop c'est, beau, parce que vous êtes unique et on a besoin de vous dans ce monde. trop beau. Voilà. C'est trop beau et je veux dire que là, peut-être il y a des gens qui commencent à s'ennuyer parce qu'ils sont sécures ou, Ah évitants oui. ou quoi, mais en fait, on cette théorie, elle permet pas juste, de se connaître soi-même, elle Mmh. permet d'aider l'autre Ouais, à carrément. tracer des nouvelles pistes.
Carrément. Et j'ai envie de dire que c'est pas que les sécures qui peuvent tracer de nouvelles pistes chez les Non, évitants, les anxieux et les anxieux évitants. C'est tout le monde. Même quand tu es évitant, même quand tu as genre, des problèmes gros comme des maisons, tout à fait, dans ton attachement, tu peux aider l'autre à tracer des pistes de ski. C'est tout pas à ta fait. responsabilité, hein, c'est notre responsabilité individuelle, on n'est pas là pour sauver les autres. Mmh. On peut aider l'autre à tracer des pistes de ski nouvelles et à lui montrer les choses qu'il croit sur lui-même qui sont fausses ou qu'il croit sur le fonctionnement du monde qui sont fausses et l'aider à avancer. Et ça, c'est tellement beau de se dire que même si on est un peu claqués au sol tous, qu'on a tous nos grands problèmes, on peut quand même être un cadeau pour les autres. Je trouve ça tellement beau. Carrément et c'est ouais, à expérimenter, c'est plutôt incroyable et c'est très guérissant. C'est ça qui est génial, on est des êtres de relation et les blessures souvent elles viennent au travers de relations, mais la guérison, elle vient aussi par la relation et ça c'est Preach! juste ouf, c'est juste Ah, ouf. c'est beau. Et oui, c'est vrai que je peux voir même les gens comment ils ont Ouais. contribué à mes guérisons et mes libérations. Ouais, Je vais pas dire ma libération, c'est pas un package, non, c'est c'est plein de c'est petits souvent paquets multiple, tout à délivrés. fait. Oui, c'est ça tout au long de la vie, mais c'était des gens qui ont des problèmes aussi. Chez les évitants, toujours, des pistes. Premièrement, toujours cette prise de recul et comme tu dis, conscientiser, prendre du recul sur ses pensées, ses schémas de pensée, qui sont pas toujours les plus vrais et les plus libérateurs et ensuite, ben, l'évitant, lui, son chemin, ça va être d'apprendre à co-réguler, d'apprendre à aller un petit peu explorer la relation. Alors souvent, ben, là aussi, des petits pas tolérables. Peut-être penser à 1 ou 2 personnes qui pourraient être de confiance et est-ce qu'avec cette personne, bah, je peux par exemple me dire: «OK, 1 fois par semaine, je vais lui écrire un SMS et lui dire comment je vais». Ça peut être aussi il peut y avoir un accord préalable, hein, mais apprendre à s'ouvrir petit à petit avec une personne, partager ses vécus même si qui sont peut-être moins agréables, apprendre à être vulnérable et apprendre à peut-être demander de l'aide quand je peux, mais toujours de manière tolérable et quand j'ai envie de partir en courant, quand il y a un désaccord et que j'ai envie de partir en courant, un petit challenge pour l'évitant. Est-ce que tu peux juste dire à la personne, là, genre, là, je me sens mal, j'ai besoin de partir. Mais juste dis-le, en fait. Juste le fait de le dire, c'est déjà une petite preuve de respect et que tu restes en lien avec la personne. Est-ce que tu peux lui dire, écoute, là, j'ai besoin d'une semaine s'il te faut, mais genre, là, j'ai besoin d'une semaine de, je peux pas, voilà. Mais peut-être donner une petite timeline et revenir après, mais toujours dans le but de conserver le lien avec la personne. Et si tu es plutôt désorganisé, et bien là, je pense qu'il y a besoin de pas mal de temps seul déjà. Est-ce que tu peux un peu écrire tes besoins avant de les partager? Sachant que tu as le contrôle sur ce que tu partages. Le désorganisé ou l'anxieux évitant, ben, souvent il y a vraiment une impression on a été ballotté, il y a pas eu de contrôle et on ne sait pas ce que l'autre va donner. Donc là, par petits pas, pareil, exprimer ce que tu ressens et tes insécurités à des personnes de confiance, ça c'est important. Et pour montrer à tes parties insécures que tu peux communiquer ce que tu vis, que tu peux être présent pour toi-même. C'est aussi dur, l'anxieux évitant, il a aussi beaucoup de rancœur parce qu'en fait, comme il a pas confiance, ben, il va être comme l'anxieux, il va faire passer souvent l'autre avant soi et du coup, il se sent souvent utilisé. Donc là, pareil, est-ce que déjà de toi à toi, tu peux te tenir une petite promesse chaque jour pour te montrer que tu peux être fiable et que tu peux être une personne digne de confiance pour toi-même, en fait, pour commencer à renforcer parce l'autorégulation, pour ensuite aller vers la corégulation. Donc, l'anxieux, son chemin, c'est d'apprendre l'autorégulation, l'évitant, la corégulation, et l'anxieux évitant, bah, les deux, l'auto et la co. Donc, c'est un double job. C'est vrai que, je sais pas si tu aimes écrire, mais écrire, ça peut être bien, parce que souvent il y a de la confusion. On sait pas trop, en fait. On sait pas trop ce qu'on pense, on sait même pas trop nos valeurs, quelles sont-elles? Et le fait d'écrire régulièrement, ça peut vraiment aussi voir: «Oh purée, waouh, ça c'est sorti de moi» et ça peut permettre de se débriefer et d'apprendre déjà à développer notre relation à nous-mêmes. Aussi, le pouvoir de la nature et des animaux pour tous les trois types d'attachement. Parce que comme on l'a déjà dit, ça passe beaucoup par nos sens et par le physique, le corporel, par nos sensations. Pas que par le cognitif et l'intellectuel. Est-ce que
il y a un endroit dans la nature qui fait du bien. Est-ce que je sais pas, t'aimes bien jouer avec ton chien? Est-ce que t'aimes bien faire du stretching, aller courir ou pas? Mais moi, c'est vrai que, bon, en tant que médecin aussi, je veux dire, le corps est hyper important. Et apprendre à développer une relation avec son corps aussi, eh ben, ça joue beaucoup. Parce que dans ces 3 types d'attachements insécures, il y a souvent une déconnexion de nous-mêmes. Quand c'est l'anxieux, eh ben, en fait, on se déconnecte de nous-mêmes au profit des autres. Et il y a souvent une trahison, en fait. On ne se respecte pas soi-même, on se néglige pour l'autre. Pour l'évitant, eh ben, il y a une déconnexion de l'autre, mais souvent aussi de soi-même aussi, parce que comme j'ai dit, c'est un petit peu le blanc dans la tête, on est anesthésié, en fait. Et l'anxieux évitant, eh ben, voilà, c'est les deux. Du coup, vraiment une reconnexion. Mais là aussi, toujours pas tolérable, parce que quand on se reconnecte à soi, on traverse toujours de l'inconfort. Et apprendre à accueillir cet inconfort, c'est aussi le chemin de la guérison. Oh là là! Oh, Il y a, intéressant. il y a trop de tout un programme, hein. Non, mais j'aime trop parce que moi, cette année, j'ai décidé de faire de la chorale pour me Oh! reconnecter à mon corps parce que je me disais que faire de la danse, ce Ouais. serait attends, c'est quoi le mot que tu as utilisé? Ce serait pas tolérable, ce serait Oui, ce submergent. serait pas tolérable. OK, Mais bon, notre chef OK. de chœur nous fait un peu danser aussi et Oui, mais bon, mais je pense que c'est à la limite j'adore. du tolérable et ouais, voilà. Trouve un truc qui est, dans ta zone de sécurité, mais Tout hors de à ta fait. zone de confort. Ouais, tout à fait. Ouais, le juste milieu à trouver. J'adore la chorale parce que en même temps, utiliser sa voix, c'est aussi Ouais, thérapeutique ouais, et ça te fait faire de la respiration profonde. ouais. C'est waouh, Puis tu génial. tapes l'affiche devant tout le monde quand tu fais Mais pas la bonne voix tout à et c'est fait! C'est incroyable. incroyable, c'est Ouais. clair. Il y a plein de chemins pour être dans son corps et se reconnecter à son corps, c'est bien. C'est clair, c'est clair. Mmh. Trop bien. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire? C'est excellent, c'est pas grave si on a explosé le temps, parce qu'il faut en fait. Genre on peut OK, pas en fait, il j'ai faut. abandonné l'idée de faire un épisode de 30 minutes sur la théorie de l'attachement, c'est bon, en C'est cours de ça. route. Franchement, il y aura encore beaucoup à dire, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Hem, mais voilà, de voir que si même vous voyez des choses qui se répètent, pourquoi on choisit nos partenaires, c'est parce qu'on cherche. Notre système nerveux cherche les schémas primitifs, cherche ce qu'il connaît et ce qu'il connaît, c'est pas toujours à notre avantage, d'où le bénéfice de prendre du recul là-dessus. Et aussi, je veux dire, se foutre la paix, hein, se foutre la paix. Il s'agit pas d'être constamment en train d'essayer de s'améliorer tout le temps. Moi, je sais que je pourrais avoir tendance à être comme ça, mais c'est être avec soi-même, quoi, et apprendre à être avec l'autre et pleurer quand vous êtes triste et être content quand vous êtes content. Mais voilà, juste vous dire qu'il y a d'autres chemins possibles et que moi j'ai de l'espoir pour vous et que j'ai vraiment envie. Ce que je nous souhaite, c'est des relations nourrissantes, enrichissantes. Et oui, comme quand même pour parler aussi de spiritualité dans tout ça, le rapport au spirituel, le rapport à Dieu, ça peut être une figure d'attachement et une figure guérissante. Et ça, c'est à développer personnellement parce que voilà, moi je parle de pistes concrètes. Pour certains d'entre vous, ça sera peut-être pas possible de partager ce que vous vivez avec quelqu'un parce que là, vous n'en êtes pas là. Et c'est là que la nature, les animaux, le spirituel, Dieu, ben voilà, ça peut être les pistes à explorer. Et aussi, je dirais, pour les gens qui croient en Dieu, votre manière de vous attacher, ça influence votre rapport à Dieu et ça peut peut-être expliquer certains blocages que vous avez dans votre relation à Dieu. Énorme, bien sûr, heureusement que tu le dis, heureusement que tu le dis parce que souvent, en fait, notre attachement au spirituel, il est hyper biaisé et ouais, 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 ouais. Il y a des chemins à tracer, c'est beau. Un petit heads up, c'est que si jamais, tout ça, c'est un épisode qui brasse beaucoup pour, ceux pour qui l'attachement, c'est un gros sujet. Peut-être que là, vous êtes en PLS dans votre lit ou dans la rue. Si vraiment c'est des trucs envahissants, allez voir, un psychologue, un thérapeute, son médecin traitant ou quoi. Ça demande beaucoup de courage, mais si vous êtes bloqué, ça peut être une manière de se débloquer sur, l'attachement ou d'autres problèmes qu'on peut avoir, mais À fond, tout à fait. Et cette personne, avoir une personne qui est pas non plus un proche, c'est hyper intéressant de s'observer là-dedans. Voilà, ouais. Je vous encourage aussi. trop bien et donc, on va conclure cet épisode. C'est quoi, tes 2 centimes sur ce sujet? Mes 2 centimes sur ce sujet, j'ai envie de vous dire que, vos réactions d'attachement ont été façonnées par votre histoire. Ça, c'est une évidence, c'est sûr.
et qu'il y a de la liberté à gagner, il y a des expériences sécurisantes à faire, toujours de manière tolérable, même si on aimerait souvent avancer plus vite que la musique. Avancer avec vous-même, c'est le premier pas. Trop beau. Eh ben, waouh, Rebecca, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On l'a cet épisode sur la théorie de l'attachement dont je rêvais depuis. Tu m'en fais ravie.